Bonjour à tous, bienvenue sur la table ronde dédiée au bio en restauration collective. Nous allons passer 20 minutes ensemble avec 4 invités. Je commence par me présenter, je suis Lydie Anastation, je suis la créatrice du site d'information professionnelle Restauration 21, qui a aussi un magazine depuis 2 numéros. Alors mes invités sont Florent Gull, qui est directeur de l'agence bio, le chef Jean-Marie Baudic, qui est chef consultant au centre culinaire contemporain situé à Rennes. Nous accueillons aussi Marie-Cécile Rollin, qui est directrice de Restoco, et Dominique Caron, qui est directeur de Biofinesse, qui est un distributeur spécialisé en bio, filiale de Pomona. Alors, pour brièvement introduire le sujet, la loi Egalim, qui a été adoptée à l'automne dernier, impose aux opérateurs de la restauration collective de servir d'ici 2022 50% de produits durables, dont 20% issus de l'agriculture biologique. Alors, pour entrer directement dans le sujet, on va demander tout de suite à Monsieur Florent Gull si cet objectif de 20% de produits bio en restauration collective est faisable et si on a l'offre en France pour répondre à cet objectif. Oui, bonjour. C'est un objectif ambitieux, c'est clair, puisque les derniers chiffres qu'on a montrés disent qu'on est à 3% aujourd'hui en moyenne en France de produits bio dans la restauration collective. Pour autant, il est atteignable, y compris dans cet intervalle de temps assez bref d'ici 2022. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça va créer une dynamique. L'objectif, c'est celui-ci, c'est de faire en sorte que des structures locales de production de produits bio se développent encore plus demain qu'aujourd'hui en France et qu'on puisse avoir effectivement, grâce à la restauration collective, un moteur de plus. Dans la loi, les 20% couvrent à la fois des produits qui sont déjà certifiés bio, mais aussi des produits qui sont ce qu'on appelle en conversion, donc des agriculteurs qui viennent de passer en bio, qui en sont à leur 2e ou leur 3e année de passage en bio, mais dont les produits ne sont pas encore certifiés. Donc ça montre bien que tout ça a vocation à être finalement un élément moteur, un élément de développement, un élément vertueux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les chiffres de l'évolution du marché du bio en restauration collective et qu'est-ce que vous attendez de cette loi en termes de valeur et de volume ? Alors, il y a 2 chiffres caractéristiques. Le premier, j'en parlais juste avant, c'est le 3% moyen en France, donc qui a l'air en soi un chiffre un peu décevant. Bon, mais il faut aussi le ramener à la consommation de produits bio en France, qui est aujourd'hui dans le marché à 4,5%, donc on n'est pas très différent. Finalement, c'est relativement proche. Il faut surtout noter le nombre de restaurants qui ont introduit des produits de la restauration, dans la restauration collective, des produits bio. Dans la dernière étude qu'on a faite, si on prend par exemple la restauration scolaire, qui est plutôt moteur, on est à plus de 75% des restaurants qui ont commencé l'introduction. Donc je crois que ce qu'il faut surtout relever, c'est que ça débute et que certains ont été très loin. Il y a des restaurants collectifs aujourd'hui qui sont à plus de 50%. On en a même quelques-uns à 100% qui ont montré que c'était faisable. Et puis pour les autres, la voie est encore devant nous. Donc on va finalement promouvoir ce qu'on fait d'autre pour dire c'est réalisable, mais ça dépend effectivement de l'environnement qui est autour de vous. Quelles sont les filières qui sont les plus à même de servir des produits bio en restauration collective pour l'instant ? Alors ça dépend de la région dans laquelle on est. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui attire le plus facilement, ça va être 3 catégories. Les fruits et légumes frais, bien entendu, qui ont tout le symbole un peu de produits naturels, de produits bio, avec un petit bémol, c'est que la saison de ces produits, en tout cas pour la restauration scolaire, n'est pas forcément idéale, évidemment. Donc c'est aussi de travailler d'ailleurs sur des produits qui ont pu être conservés, transformés, etc. Deuxième produit phare, ce sont les produits laitiers. Et enfin, le pain. Dans tous ces cas-là, encore une fois, on peut retrouver d'autres situations. Il y a des régions de France où l'introduction se fait aussi sur des produits carnés. C'est moins fréquent, mais ça peut arriver. En fait, l'enjeu numéro 1, c'est de regarder ce qui est produit dans la région. Est-ce qu'il y a des agriculteurs déjà en bio ? Est-ce que d'autres pourraient y passer prochainement ? Et finalement, de faire le choix plutôt pour ces raisons-là que simplement en se disant on veut absolument, encore une fois, introduire des fruits et légumes parce que ça a une connotation peut-être plus proche de la bio au départ. Et les régions qui sont pauvrement pourvues en fournisseurs, en agriculteurs bio, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour atteindre le seuil ? Alors, pour moi, il n'y a pas de corrélation entre les deux. C'est vrai que des régions du sud de la France ou de l'ouest ont un historique beaucoup plus important sur le développement de la bio. On a des zones comme la région Provence-Alpes-Côte d'Azur où on est à plus de 20% des surfaces qui sont cultivées en bio. Ceci étant, il y a un vrai mouvement qui se fait aujourd'hui sur les régions qui étaient effectivement, entre guillemets, un peu en retard
comme le Grand Est, les Hauts-de-France, l'Île-de-France par exemple, mais qui sont en train vraiment de bouger aussi beaucoup. Donc finalement, les opportunités sont partout. De toute façon, on n'a pas besoin de régions qui produiraient 50% de leur agriculture en bio pour satisfaire l'objectif de la restauration collective. Ce sont bien deux sujets différents. L'objectif, c'est bien que dans chaque territoire, cette question-là de la restauration collective, ça soit un moteur de plus du développement de la bio. Et donc finalement, ça marche aussi bien dans des régions qui ont déjà un historique effectivement fort en bio et d'autres qui sont plutôt au début de l'histoire. Alors en 2017, en valeur, le bio en restauration collective, c'est 246 millions d'euros hors taxe. D'ici 2022, ça pourrait devenir, vous avez fait des projections, le marché pourrait atteindre quelle part en fait? Quand on regarde l'objectif, puisqu'aujourd'hui le chiffre de 246 millions que vous citez, il fait à peu près 3%. On a un objectif de 20%, donc on est à peu près à imaginer qu'on va multiplier ce chiffre par 6 ou par 7. Donc c'est vrai que c'est spectaculaire. Ceci étant, on peut calculer d'office ce que ça représente. C'est quand même un marché vraiment significatif. Qui plus est, comme ça se passe dans le reste de la distribution des produits bio, c'est aussi une façon de retrouver de la valeur, parce que finalement, bien sûr, ça va venir en substitution de produits non bio. On le voit dans l'étude qu'on a faite, c'est souvent des produits locaux ou en tout cas au moins français. Donc c'est un vrai levier de croissance pour le développement de nos filières agricoles françaises. Donc c'est au-delà du fait de dire qu'en soi ça va faire un marché, puisqu'encore une fois ça va être un marché de substitution. Mais on peut espérer une substitution par des produits de meilleure qualité, plus locaux, plus français. Donc c'est toutes ces vertus-là qu'on va retrouver aussi dans l'assiette des convives en 2022 et surtout dans les années suivantes. Parce que justement, l'argument des gens qui disaient que c'est pas possible d'arriver à 20% de bio français, c'est parce qu'ils disaient ça va se transformer en importation de produits bio. Et finalement, on pourra produire, nous, en France, ce volume. Alors, c'est toujours pareil, suivant les filières, bien entendu. C'est sûr qu'un certain nombre de restaurants collectifs ont voulu aussi introduire des produits, on va dire, qui ne poussent pas sous nos latitudes, des fruits exotiques. On va retrouver aussi beaucoup de riz, de pâtes. Alors on en fait un petit peu en France, mais enfin pas beaucoup. Donc ça va être très dépendant de ces filières. Je pense qu'il ne faut pas voir la question de l'importation comme un mur, évidemment. Il y a l'occasion d'avoir des produits de qualité aussi importés. Mais l'objectif, bien entendu, encore une fois, c'est d'avoir une relation directe, de faire des produits locaux. On n'a pas pu l'écrire, le législateur n'a pas pu l'écrire dans la loi parce que c'est interdit de privilégier des produits locaux. Mais c'est évidemment le souhait de tout le monde, les producteurs, mais aussi les restaurants collectifs et les élus, que bien entendu ça dynamise l'agriculture et que ça recrée du lien finalement entre les convives, que ce soit des scolaires ou encore une fois les autres restaurants collectifs aussi, et les agriculteurs. Merci. Marie-Cécile, vous représentez la restauration collective autogérée. Vos adhérents, comment ils se positionnent par rapport à cet objectif de 20% de bio en restauration collective et où est-ce que vous en êtes au niveau de votre association? Alors, Restoco, en tant que réseau interprofessionnel de la restauration collective, travaille à la fois en amont avec les filières, justement dans la mise en place des filières de production, des produits et des modes de distribution de ces produits-là pour arriver jusqu'à nos adhérents, les restaurants de collectivité qui sont partout sur les territoires. Donc il y a ce travail amont qui est hyper important pour réussir cet objectif du bio. Et on prend nos responsabilités auprès des interprofessions agricoles et alimentaires aujourd'hui. Après, nos adhérents, ils vont voir, ils vont améliorer finalement l'assiette globale de leurs achats. Aujourd'hui, on parle du bio, mais la loi, c'est 20% de produits bio, 50% de produits durables. Et nous, on veut améliorer la totalité de la qualité des achats, de 100% de ce qui est dans l'assiette demain du consommateur. Voilà, donc en fonction des régions, en fonction des filières existantes, en fonction des produits, effectivement, il y a des produits bio qui vont fonctionner dans certains restaurants de collectivité et ils vont être complémentaires avec d'autres produits de qualité qui seront eux-mêmes introduits. Est-ce qu'ils ont un a priori par rapport à un éventuel surcoût de ces produits ? Il y a forcément la crainte du surcoût, bien sûr, en particulier sur les produits bio. Nous, on les accompagne sur une démarche globale, avec notamment la démarche Mon Resto Responsable, que nous coportons avec la Fondation pour la Nature et l'Homme, parce que c'est en travaillant notamment sur la diminution du gaspillage alimentaire que l'on va pouvoir
revoir son mode de production. En travaillant sur les cuissons, on va pouvoir diminuer également les pertes des produits. On va dans ce cas-là pouvoir acheter des grammages plus bas. Et c'est ce qui va nous permettre, dans une progression globale du restaurant, de pouvoir gérer ce surcoût du bio et puis travailler avec les filières pour que demain, ce surcoût ne soit plus un surcoût sur ces produits-là, mais qu'on puisse les avoir à un coût intéressant pour la restauration collective. Et sans oublier d'interpeller les élus pour que le budget alimentaire dans les collectivités soit plus élevé. Il est aujourd'hui beaucoup trop bas pour pouvoir être des vrais partenaires des filières agricoles françaises. Monsieur Dominique Caron, vous en tant que distributeur, comment vous vous situez par rapport à cet objectif et comment là vous vous y prenez pour constituer peut-être une offre plus dense pour pouvoir répondre justement à cette demande? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que le distributeur, c'est l'allié, c'est le partenaire incontournable pour arriver à atteindre l'objectif fixé par Egalim. C'est un partenaire qui va faire le lien entre l'amont et l'aval et qui va permettre de donner de la visibilité. Quand on regarde sur l'amont, la visibilité, moi j'ai retenu 3 mots que je me suis notés. Le mot expliquer, le mot dénicher et s'engager. Expliquer. Il est important d'expliquer à nos fournisseurs, producteurs, industriels, qu'ils doivent rester sur le marché du bio. C'est vrai qu'actuellement, ils sont très sollicités par la GMS, qui cherche absolument à développer le bio. Ils pourraient être tentés de laisser le marché de la RHD pour faire que de la GMS. Le marché de la RHD, quand Biofinesse a été créé en 2001, tout de suite, on a trouvé des clients pour le bio. Ces clients, ils étaient là en 2001, ils seront là aussi dans quelques années. Donc, on insiste toujours auprès de nos producteurs, restez sur ce marché du bio en RHD. Le deuxième terme, c'est le terme déniché, c'est le terme orienté. Effectivement, ils ont toute une gamme de produits. Et effectivement, le bio en restauration collective, ce n'est que 3% de ce marché. Le marché du bio, c'est un marché de magasins spécialisés et un marché de GMS. Et notre rôle, c'est d'essayer de repérer les produits qui existent dans la gamme de nos fournisseurs et qui vont pouvoir convenir à nos clients restauration collective. Et le troisième mot qui concerne l'amont, c'est vraiment l'engagement. Un distributeur, il sait s'engager, il sait soutenir, il donne de la visibilité à l'amont. Quand on se met du côté de l'aval, je dirais qu'il y a aussi trois mots à retenir. Je dirais qu'il y a l'amortissement, l'amortisseur en fait, le conseil et les schémas de production. Sur l'amortisseur, il faut savoir que le rôle du distributeur, c'est d'arriver pour faire maîtriser le budget, d'avoir un rôle d'amortisseur sur toutes les fluctuations de prix qu'il peut y avoir au cours d'une période. On essaye vraiment de donner une visibilité sur plusieurs mois pour que le client restauration collective puisse s'en sortir. On a aussi le rôle de conseil, à travers toute notre sourcing, toute notre connaissance de la gamme, qu'est-ce qui va pouvoir convenir à vous, clients restauration collective. Et puis, effectivement, comme on a pu le dire, il y a le schéma de production. Quand on travaille du bio, effectivement, on doit travailler sur la saisonnalité, on doit effectivement travailler sur les cuissons, on doit travailler sur l'anti-gaspillage, etc., etc. Et je dirais qu'il y a un quatrième mot, mais qui concerne un peu plus Biofinesse, qui est la pédagogie. Nous, ça fait 18 ans qu'on vend du bio en restauration collective et on y a toujours associé de la pédagogie, des animations. C'est-à-dire que quand un acteur de la restauration collective fait l'effort de faire du bio, il faut faire en sorte que ça se voie. Donc on y associe beaucoup d'animation et de pédagogie et de découverte produit. Merci. Monsieur Baudic, quand vous intervenez en tant que consultant auprès de collectivités locales, quelles sont leurs principales questions, quelles sont leurs principales contraintes? En fait, moi, ce que j'entends par rapport à tous ces cuisiniers, en fait, c'est qu'ils veulent vraiment, eux, intégrer le bio, qui pour eux c'est important. Après, il faut les aider aussi à sourcer, à avoir les bons intervenants pour pouvoir les aider et maintenir un prix aussi, parce qu'il y a des prix à maintenir en collectivité qui sont hyper bas, donc ils se battent vraiment sur les prix, sur les quantités, donc parce qu'eux ils traitent quand même du volume. Et puis en fait on dit bio et pas que, quoi. En fait c'est vraiment eux ce qu'ils veulent, c'est avoir travailler local, valoriser des territoires en fait, et on oublie aussi un peu de mettre de la notion santé en fait
dans cette charte où, pour moi, c'est important aussi de savoir comment ça a été élevé, d'avoir vraiment des chartes de qualité qui soient aussi intégrées en fait à tout ce système. Et maintenant, il y a un problème aussi, c'est une autre façon de travailler. Donc on parlait de saisonnalité, on parlait de légumes aussi différents. Si c'est pour mettre en fait, une autre façon de consommer, si c'est pour manger de la tomate toute l'année, du poivron toute l'année, il peut être bio. Moi, ça ne m'intéresse pas personnellement, et les cuisiniers non plus. Donc en fait, c'est d'éduquer, et ça c'est le rôle en fait des restaurants collectifs et je dirais dans les écoles, c'est aussi d'éduquer les gamins aux plus jeunes à consommer différemment, à avoir d'autres saveurs, à avoir d'autres textures et qu'on leur raconte aussi une histoire parce que c'est le rôle de nous, de cuisiniers, de leur raconter une histoire et de les emmener vers. Donc c'est une éducation parce que automatiquement on parle du bio, mais les légumes bio, on a oublié les vraies saveurs des produits. Donc en fait il va falloir, si les élèves, je dirais, adhèrent au truc, c'est qu'il va falloir les convaincre par le goût. Et tous n'ont pas la même éducation et tous n'ont pas le souvenir de c'est quoi une vraie carotte, c'est quoi un topinambour, c'est quoi. Et donc en suivant les saisons et en suivant, je dirais, une autre façon de travailler, de les éduquer, on va arriver vers ça. Mais je pense que c'est un travail qu'il faut installer maintenant. Est-ce que les chefs ont besoin aussi que vous leur réappreniez des recettes, tout simplement, ou de nouvelles façons de faire, ou, pour justement remettre le goût mais je pense que oui, il y a des formations parce que c'est d'autres techniques. Et puis je pense que non seulement il va falloir, en fait, parce qu'on parle de produire, là, on parle beaucoup de légumes, d'accord? Parce que dans le légume, c'est là où il y a le plus je dirais, de manutention, d'accord? Il faut les éplucher, il faut les laver, il faut les éplucher, il faut les tailler et il faut les cuire. Donc, ça demande vraiment beaucoup de technique. Donc, il va falloir... Et d'espace. Et d'espace. Et donc, en fait, il va falloir peut-être développer aussi une filière à côté qui permette de les aider à mettre ça en place, en fait. Et justement, est-ce qu'il y a des passages avec l'agence bio pour mettre en place justement des filières, des nouvelles offres, des nouvelles gammes qui pourraient répondre aux attentes de cuisiniers Non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire évoluer. Et donc, ça veut dire aussi que pour pas... ne pas voir les choses, il y a clairement des enjeux d'investissement, investissement en formation, vous en parliez, investissement de construction de filières, de construction d'outils. On a vu des régions, je pense par exemple à la région Occitanie, qui a lancé un plan de mise en place de légumerie mutualisée sur plusieurs restaurants collectifs, par exemple, avec la charge pour eux au départ des lycées, mais en permettant à d'autres collectivités d'en bénéficier, d'autres cantines d'en bénéficier. Ça, c'est vraiment un élément clé. Et puis après, on parlait de pédagogie, mais c'est au sens très large d'ailleurs du terme, la pédagogie pour les convives, bien sûr, mais aussi pour les responsables. Et on peut mettre au premier chef les élus. Je crois que c'est important de se dire il y a des choses qu'on retire des premières expériences réussies de ceux qui ont été assez loin dans le développement des produits bio. Par exemple, des bonnes pratiques ou des moins bonnes pratiques. Des gens qui nous ont dit on a essayé de faire une journée bio une fois par mois. Ça, par exemple, on dit c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux introduire progressivement des produits bio pour structurer l'offre à l'amont, les producteurs, les transformateurs. Il ne faut pas aller vouloir faire comme ça un coup, comme la journée italienne. Il n'y a pas la journée bio, ça ne marche pas. En tout cas, ce n'est pas aussi vertueux que si on se dit une année j'introduis des fruits et légumes, puis l'année d'après je vais essayer d'introduire de la viande, etc. De le temps qu'effectivement mes agriculteurs passent en bio dans le secteur et que j'ai une offre cohérente. Puis peut-être deuxième... exemple, c'est la question toujours dans la relation avec les agriculteurs, de dire quand on travaille en bio encore plus que quand on travaille en conventionnel, on est agriculteur, on produit beaucoup de choses, on ne fait pas qu'un seul produit. Donc il faut aussi que dans la relation, on ait conscience que on doit jouer un rôle d'acheteur le plus complet possible si c'est possible, si ça fonctionne. Par exemple, sur l'équilibre carcasse pour les animaux, c'est vrai que quand vous achetez de la viande, c'est important d'avoir plusieurs repas qui sont prévus avec ces animaux de façon à valoriser toute la production de l'agriculteur. Alors, pour essayer de conclure cette table ronde, qu'est-ce qu'on peut dire sur... est-ce qu'en 2022, on y sera et comment une petite parole optimiste
Oui, nous, on veut être aujourd'hui partenaire de la loi alimentation, partenaire de ce challenge qu'on nous a donné. On pense qu'on peut le C'est énorme relever. quand même. Hein. On va tous ensemble et avec nos adhérents, gros acheteurs de la restauration collective comme les plus petits, se retrousser les manches pour trouver les solutions. Je crois qu'on est tous de bonne volonté pour agir en ce sens-là. Au niveau des territoires et de vos, des collectivités locales, vous les sentez vraiment dans je pense qu'on y arrivera si on inclut aussi d'autres valeurs et je fais en fait mobiliser tout le monde, tous les acteurs qui font bien et qui, avec d'autres chartes, hein, je parle là, on peut parler de Bleu Blanc Cœur, on peut parler des labels, mais rapidement pour conclure, ça va bien. Mais je pense qu'on y arrivera si on inclut autre chose que les 20%. Bien manger, c'est ça en fait. Au niveau des distributeurs, On y arrivera parce qu'on a tous la volonté d'y arriver. merci. Merci à tous. Ah bah ça c'est une conclusion, écoutez, pour le moins direct. Merci à vous. C'est concis, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à tous nos intervenants puisque vous le savez, tous les jours à partir de 9h30, eh bien, on prend l'antenne pour vous accueillir sur la Sira TV. Et pas que le matin, on se retrouve tout à l'heure à 14h avec la remise des Grands Prix Sira Innovation. Je vous rappelle qu'il y avait 365 inscrits, seuls 13 lauréats recevront leur prix cet après-midi. Rendez-vous à 14h, vous avez tout juste le temps de vous restaurer et on se retrouve ici. Alors Karine, on lui fait un bisou parce que on se revoit demain. Mais en revanche, Tiffany et moi, tout à l'heure à 14h. On compte sur vous. Hein. See you later. Bye.